Connaissance, recherche, sciences, sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Je vais parler de l'économie du sida, mais je ne suis pas économiste, comme vous savez, mais je me suis intéressé au problème parce que, comme je l'ai mentionné dans ma leçon inaugurale, ce n'est que lorsqu'on a commencé à définir le sida comme un problème de développement économique que, en fait, les grands de ce monde ont commencé à s'intéresser au problème. On peut être choqué par cela, mais ça c'est la réalité, parce que c'est au début et toujours, il faut continuer à aussi mentionner les questions d'éthique, des droits de l'homme, mais en grande politique, il n'y a que deux thèmes qui font tiquer les politiciens, c'est l'économie et c'est la sécurité. Ça, c'est la réalité. Et je vais parler d'un côté de l'impact de l'économie sur la santé, de l'économie sur le sida, et puis l'impact du sida sur l'économie. Il y a les deux aspects. Quelques réflexions sur les problèmes de coût-efficacité, et puis l'argent du sida, le financement, et où va cet argent. Traditionnellement, on sait que les pauvres sont plus affectés par les maladies que les riches. C'est vrai pour la mortalité infantile, pour les problèmes cardiovasculaires, pour la tuberculose, la mortalité maternelle, mais pour le sida, ce n'est pas si simple. D'un côté, c'est l'Afrique subsaharienne qui est le plus touchée, donc ça c'est le continent aussi le plus pauvre du monde. Et vous voyez ici qu'il y a plus de pays qui ont un taux de prévalence du VIH de 2% en plus qu'en Afrique qu'ailleurs. Mais quand on voit en Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne qui a le taux d'infection le plus élevé, et c'est en fait la région la plus riche de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana sont des pays qui, selon la classification de la Banque mondiale, sont dans la catégorie des pays à revenus moyens, comme le Swaziland. Plus au nord, il y a des pays comme le Gabon, mais ça c'est l'effet pervers de la moyenne qui joue là. Mais ce qui, en fait, joue un rôle, c'est beaucoup plus complexe. Et ici, vous voyez que dans presque tous les pays, c'est ça c'est pour les hommes, ceux avec un revenu du quintel plus élevé, ou les 40% les plus élevés, qui sont le plus touchés par le VIH, avec une exception ici, c'est le Lesotho. Donc au Malawi, en Tanzanie, au Kenya, au Cameroun, au Burkina Faso, c'est les plus riches, si on veut, qui ont le taux le plus élevé. Et d'ailleurs, c'était très frappant au début de l'épidémie, où c'était les classes les plus aisées qui étaient les plus touchées. Et je me souviens d'une conversation que j'ai eue en Chine, à Shanghai, dans un bar après le travail. Moi, j'aime bien aller parler avec les gens. Et il y avait un Chinois qui me disait « Mais vous ne savez pas, monsieur, que le sida, c'est une affaire des 3M. 3M, c'est 3M, c'est la firme qui produit aussi les petits stickers et tout ça. » Je dis « Mais je n'avais pas bien compris. » Il dit « Mobile men with money. » C'est les hommes mobiles avec l'argent, donc les 3M. Et il avait raison. Donc,
c'était, disons, l'économie politique du sexe qui fait que c'est souvent ceux qui ont le plus d'argent aussi, ont le plus de partenaires. Ce qui est vrai pour les hommes. Pour les femmes, c'est un peu plus compliqué parce que quand on prend le côté du sexe commercial, la prostitution, ça affecte beaucoup plus les femmes les plus pauvres. Et quand on fait une analyse de la corrélation entre le taux de prévalence du VIH et donc le produit intérieur brut, on ne trouve pas de corrélation. C'est un peu à l'hasard. Mais si on s'intéresse aux inégalités, là, ça commence à être beaucoup plus intéressant et frappant. Aussi bien d'un côté, inégalité en matière économique, mais inégalité entre les sexes. Et le coefficient Gini, c'est un indicateur de l'inégalité économique. Par exemple, dans presque tous les pays en Europe, ces 5-10 dernières années, y compris en France, ce coefficient a augmenté. Et une augmentation veut dire que la société est devenue beaucoup plus inégalitaire, que l'écart entre les 5% plus riches et les 5% les plus pauvres devient de plus en plus grand. Ça, c'est certainement le cas dans mon nouveau pays d'accueil, la Grande-Bretagne, où cet écart est devenu beaucoup plus grand sous le gouvernement Labour maintenant depuis les 10 dernières années, suite à des politiques de libéralisation extrême de beaucoup de choses. Et donc, vous voyez que c'est les pays avec le taux d'inégalité le plus important, Namibie, Lesotho, Botswana, Swaziland, Afrique du Sud, qui connaissent le taux d'infection le plus élevé. Tandis que des pays comme le Rwanda, l'Éthiopie, Burundi, qui sont des pays pauvres, mais où ce coefficient Gini est beaucoup moins grand, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de super riches ou de classes très aisées comparées aux pauvres. Donc ça, c'était une première découverte, et ça va c'est contraire à tout ce qu'on sait en fait sur la relation entre pauvreté, statut social-économique et santé. Et je crois que la raison, c'est parce que le sida, c'est parce qu'on parle du sexe. Et que la sexualité ou les rapports sexuels sont beaucoup moins déterminés par, ou la vulnérabilité par le statut social, économique absolu. Deuxième facteur d'inégalité, ça c'est les... ah oui, pardon, j'aurais dû montrer ça avant, mais pour les femmes aussi, vous voyez que c'est les femmes les plus riches, sauf au Cameroun, qui ont le taux d'infection le plus élevé dans des pays aussi divers comme en Afrique de l'Est et australe. Mais c'est l'inégalité entre les sexes qui joue aussi un très grand rôle. Comme je l'ai mentionné dans plusieurs de mes leçons, en Afrique subsaharienne, les femmes sont beaucoup plus infectées que les hommes, et surtout les femmes jeunes. Et ce n'est pas des différences subtiles, c'est des différences énormes. Et surtout quand on voit les plus jeunes, ici on voit en rouge le taux d'infection pour les femmes et en jaune le taux d'infection du VIH pour les hommes. Et au Lesotho, par exemple, entre 15 et 24 ans, 5% des garçons, des hommes sont infectés, comparé à 15% des filles, des femmes. Donc ça fait 3 fois plus. Et il y a des études dans certains endroits où la différence est de 8 à 10 fois. Et nous savons par des études très détaillées maintenant que ces jeunes femmes ne sont pas infectées par les garçons, par les jeunes hommes de leur âge, mais par des hommes plus âgés.
et qu'en fait, ici, on rentre dans tout ce qui est comme pouvoir sexuel et le rapport de force entre les deux sexes, et ce qui rentre dans la même dynamique d'inégalité. Et on peut dire dans d'autres sociétés, c'est une question de différence d'inégalité entre des minorités sexuelles, homosexuelles et hétérosexuelles qui jouent un rôle. On doit en fait, encore une fois avec le sida, réécrire ce qu'on pensait, les schémas, disons, très linéaires de relations entre le statut socio-économique et une maladie. Il y a les facteurs culturels, de genre, inégalité qui interviennent d'une façon beaucoup plus frappante et prononcée que pour des maladies infectieuses et non infectieuses classiques. Donc il y a quand même l'économie qui peut déterminer la diffusion du VIH de deux façons. La pauvreté est un facteur, ou l'inégalité, quand on prend l'Afrique, surtout pour ceux qui sont infectés. Comme toujours, quand on est pauvre et on est frappé par une maladie, les conséquences sont beaucoup plus inquiétantes et dramatiques que quand on a les moyens de se faire soigner, etc. Mais deuxièmement, quand on prend l'Asie, les tigres asiatiques, avec leur croissance économique fantastique, là, il apparaît de plus en plus que croissance économique augmente le risque de diffusion du VIH. C'est ce qu'on est en train de voir en Chine, au Vietnam, en Malaisie, en Indonésie, un peu moins. Et là, c'est dû il y a plus d'argent disponible pour beaucoup de choses, y compris le sexe, et aussi une plus grande liberté d'interaction sociale. L'impact du sida est étudié de façon très intense, l'impact économique, et je ne vais pas rentrer dans les détails pour chaque élément. Et les économistes parlent d'impact sur le capital humain, le capital des entreprises, le capital social, la stabilité macroéconomique, stabilité fiscale, les coûts de la santé et impact sur l'épargne et l'investissement. Et au début, je crois qu'on a surestimé l'impact du sida, l'impact économique du sida, sauf en Afrique subsaharienne et surtout en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Là, l'impact est vraiment frappant, bien mesurable, mais c'est beaucoup plus complexe dans les autres pays parce que le VIH est concentré dans des populations et des sous-populations. Et donc l'impact est mesurable quand on prend la population gay d'une ville quelque part. Là, l'impact est mesurable, mais c'est dilué dans la population générale et ça ne veut pas dire que ce soit moins dramatique pour la population concernée, mais c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Je parlerai de trois choses ici. D'un côté, est-ce qu'il y a un impact macroéconomique, le genre de choses qui intéressent les ministres de la Santé, la FMI, Banque mondiale. L'impact sur les foyers, ça c'est très, très clair, très bien documenté. Et puis les impacts sectoriels. Le sida ne frappe pas partout de la même façon et c'est surtout les secteurs qui emploient une main-d'œuvre mobile qui sont le plus frappés. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'impact macroéconomique du VIH, avec bien sûr des estimations macroéconomiques qui ne sont pas toujours évidentes, avec des marges d'erreur qui sont quand même assez considérables,
mais je crois que c'est devenu de plus en plus robuste pour les pays en Afrique australe. Bien étudié au Botswana, bien sûr, un pays où à peu près 30 à 35% de la population adulte est séropositive. Petit pays, 1,6 million d'habitants, avec un capital humain assez restreint. C'était un des pays les plus pauvres d'Afrique, mais les diamants ont été découverts après l'indépendance, dans les années 60. Et donc ça a vraiment enlevé la fine couche bien éduquée. Et en plus, il y a donc un impact économique qui est très frappant. Ici, vous voyez le taux de croissance, ça c'était pour 2004, du pays avec sida et ce que ça aurait été sans sida. Donc Botswana, on voit Côte d'Ivoire, mais là c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que à cause de la guerre civile et des troubles politiques. Mais on voit que dans tous ces pays, il y a un impact sérieux. Ça veut dire qu'en fait, le sida enlève un potentiel énorme de croissance dans des pays qui ont extrêmement besoin de croissance économique pour leur développement. Et c'est dû à deux facteurs. D'un côté, les coûts directs, parce que le sida coûte de l'argent, le traitement, etc., et les coûts indirects, parce qu'il y a un manque de productivité des gens qui sont affectés. Si ça, c'est un travail de l'équipe de Jean-Paul Moati de Marseille, et eux, ils ont approché le problème macroéconomique d'une autre façon. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ils ont montré par des simulations économétriques que si on offre le traitement antirétroviral, ça a en fait un impact économique positif. Parce que le traitement étant, somme toute, assez coûteux, c'est pour la vie, il y a eu, comme je l'ai expliqué il y a 2 semaines, de grandes réticences de la part des financiers, des ministères de la Santé, des Finances, de l'FMI, etc., pour financer ce traitement antirétroviral. Alors, ils ont pu montrer que, si vous voyez les courbes de croissance, ça c'est les courbes réelles de l'économie qui, dans certains cas, s'est ralenti à cause du sida, dans d'autres cas, a baissé même, et qu'avec un traitement antirétroviral, il y a une reprise de l'activité économique, même presque à la normale, comme dans un pays au Bénin et l'Angola qui ne sont pas très touchés par le VIH, somme toute. Et donc, que quand on parle du coût de programme de traitement, il faut aussi parler des gains, des bénéfices pour la société. Le problème, c'est que les budgets qui financent le traitement et la santé ne sont pas les mêmes budgets que, par exemple, le ministère qui reçoit les rentrées fiscales. Mais d'un point de vue macroéconomique, c'est absolument correct. Maintenant, l'impact du sida est le plus dramatique pour l'individu et sa famille et sa communauté. Et il y a plusieurs études qui sont toujours en cours, mais qui ont commencé d'abord en Tanzanie, et ça dans la région de Kagera, donc à l'ouest du lac de Victoria, et qui était une des régions les plus touchées et les premières touchées par le sida. Et vous voyez, en 91-93, il y avait une très grande étude financée par la Banque mondiale et le gouvernement suédois. Et ils ont étudié de façon minutieuse l'impact sur les foyers, sur les familles. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt
Et là, on peut dire que ce soit du sida ou autre chose. La grande différence, c'est que la mort par le sida est en général, c'est un jeune adulte qui meurt et prématurément. Et ça, c'est la grande différence. Et on voit en fait qu'après la mort d'un adulte, les dépenses pour la nourriture baissent de 32% dans ce cas-là, et la consommation de nourriture de 15%. Ce sont pour les foyers pauvres. On voit en fait une augmentation chez les moins pauvres, et ça c'est dû à des dépenses qui sont liées aux rituels les funérailles et tout, et qui peuvent coûter énormément. Et ici vous voyez que quel est le coût, quand on parle en termes économiques, de quelqu'un qui meurt du sida, le coût direct. Il y a d'un côté les coûts médicaux, les frais médicaux, et qui sont plus élevés pour quelqu'un avec le sida que sans sida, parce que souvent quelqu'un qui meurt, qui n'a pas le sida, est soit beaucoup plus âgé, et pour une raison ou une autre, les frais médicaux dans cet environnement sont moindres, ce qui ne serait pas le cas ici en France, où je crois que je ne connais pas les chiffres pour la France, mais une grande partie des frais de santé se passe dans les dernières années de la vie, même parfois dans les dernières semaines. Mais c'est surtout les frais de funérailles qui sont très élevés. Et dans ces cultures, souvent les funérailles peuvent prendre plusieurs semaines. C'est des dépenses énormes pour la famille et des dépenses auxquelles il est très difficile d'échapper. Et où il faut parfois qu'on fait contribuer des gens de la famille élargie pour pouvoir honorer les rites, les rituels des funérailles. Donc, et ça peut représenter facilement le revenu de toute une année ou de plusieurs années. Encore une fois, c'est bien étudié, mais c'est ça, encore une fois, quand ces décès arrivent à un rythme, disons, naturel, d'une espérance de vie naturelle, ça fait partie de la planification implicite ou explicite d'une famille. Quand ça vient de façon prématurée et 2-3 fois une même année, parce que le sida est souvent une maladie de famille qui touche toute une famille, ça devient catastrophique. On voit aussi une baisse de la production agricole. Donc ici, vous voyez l'impact du décès sur la production agricole. Le point zéro est le temps du décès, et ça aussi, ce sont des études surtout en Tanzanie, encore une fois. Et on voit déjà une baisse de la production avant le décès, parce qu'on ne meurt pas du sida du jour au lendemain. Donc il y a une faiblesse qui manifeste ici, à la fin de la vie, et puis on voit une continuité de cette baisse de la production. Et en plus, ce qui se passe, comme je l'ai dit, c'est les jeunes adultes qui meurent, donc il reste beaucoup d'orphelins. Je n'en ai pas encore parlé, mais il y a à peu près 14 millions d'orphelins dans le monde aujourd'hui dus au sida. Et bien sûr, des orphelins qui sont dus à d'autres causes. Mais encore une fois, ce n'était pas prévu que le sida ajouterait des orphelins. Et ces orphelins sont le plus souvent absorbés par
la famille tendue, mais il y a des limites. Et c'est les grands-mères, en fait, qui, en général, maintenant, prennent en charge leurs petits-enfants. Et là, encore une fois, ce n'était pas prévu. À l'âge de la grand-mère, on peut vraiment... Moi, je suis grand-père, donc on peut profiter des enfants, mais sans avoir tous les charges. Ici, ce n'est pas le cas. On est 2 fois, en fait, par an pour 2 générations. Et on voit une augmentation dramatique de ces orphelins, qui n'a pas seulement un coût économique, c'est pas ça que je suggère, et qui, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça représente pour une société quand une grande partie des enfants sont orphelins. Ce n'est pas encore très, très, très clair. Et donc, il y a des impacts multiples qui vont à travers des générations, et l'agriculture, qui reste quand même le secteur économique le plus important en Afrique. Vous voyez ici une réduction de la main-d'œuvre, des ressources humaines dans l'agriculture. En bleu, en bleu léger, il y a la situation, la perte en 2000, et puis en bleu foncé, l'anticipation pour 2020. Mais ça, c'était en l'absence d'un accès généralisé au traitement. Avec un accès au traitement, là, on peut vraiment limiter fortement ces dégâts. Et ce qu'on voit, et ça c'est maintenant plutôt qualitatif, ce que j'ai dit, ce n'est pas l'épidémiologie quantitative, mais bien documenté aussi, on voit les champs qui passent de cultures qu'on peut rentabiliser sur le marché à des cultures qui sont là pour survivre, et puis il n'y a plus les moyens pour vraiment cultiver les champs, sauf que pour la survie. Donc, impact sur la famille qui est énorme, et en plus parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. En Europe, on se plaint partout de nos systèmes de santé, de sécurité sociale, mais c'est toujours aux gens aller vivre une fois dans un système où il n'y a pas cette sécurité sociale ou une assurance contre des incidents catastrophiques, comme disent les économistes, comme cette maladie, comme ce décès. Même aux États-Unis, c'est ça le grand débat. Et pour ça, c'est encore plus incompréhensible que le président Obama a tellement de peine pour faire passer sa réforme de santé. Il y a, pour les entreprises ou le secteur public, le plus important, en fait, c'est l'absentéisme dû au sida. Vous voyez ici les composantes de l'augmentation des coûts de travail. Et ça, c'est pour l'Afrique du Sud. Et vous voyez, c'est à peu près la moitié est due à l'absentéisme. Mais aussi, les entreprises et le secteur public contribuent aux funérailles, souvent. Il y a des subsides. Et puis, le remplacement des gens, du personnel. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais comme je l'ai dit, c'est des secteurs comme l'agrobusiness, donc l'agriculture, les plantations, les mines, le secteur minier, le tourisme, les transports, où le sida augmente ça dépend, entre 2 et 10% des frais du fonctionnement, des frais des coûts de main-d'œuvre à cause de tous ces impacts. L'économie, selon les économistes, est la science ou la méthode qui aide à prendre des décisions et qui attire notre attention sur les conséquences financières, économiques des choix, où tout est neutre en principe.
Et là, je vais passer quelques minutes sur cela. Quel est le prix du sida selon les économistes? Comment est-ce qu'on mesure la qualité de la vie? Des questions de coût, efficacité et d'efficience. Le coût du sida dépend énormément, bien sûr, des frais médicaux et qui vont être très élevés dans un pays comme la France et beaucoup plus bas dans des pays où il n'y a pas d'infrastructure médicale. Donc c'est difficile à comparer. Et il y a toute une science ces jours-ci qui essaye de déterminer quelle est la valeur de la vie en termes financiers. J'ai eu beaucoup de difficultés à absorber ces notions, mais une fois que c'est standardisé comme méthodologie et qu'on accepte que ça soit utile pour comparer l'impact de différentes maladies, par exemple, je crois que c'est utile. Et ici, l'indicateur le plus utilisé s'appelle en anglais DALY. Donc, c'est les années de vie, le nombre d'années ajustées sur l'incapacité. Et ça, c'est important. Avant, en économie, on utilisait le concept d'années perdues ou d'années gagnées sans tenir compte de la qualité de la vie. Maintenant, il y a des façons de corriger pour la qualité de la vie. Donc, c'est ça, ajusté pour, ici on dit, pour l'incapacité, la disability. Et on entre beaucoup de facteurs là-dedans, et le problème, c'est qu'on n'a pas toujours cette information très précise. Mais c'est pour ça qu'on peut dire que le diabète fait perdre autant de DALYs comparé à la grippe, etc. Deuxième aspect, c'est on essaye de baser sur une éthique basée sur l'égalité et les droits. On essaye de faire le plus pour le plus de gens pour le moindre coût. Comme ça, on peut faire plus. Et donc ça, c'est la différence. Parfois, on a le choix entre, disons, une transplantation cardiaque ou vacciner, je ne sais pas moi, 100 000 personnes. Et quand on prend le côté éthique, ça devient beaucoup plus complexe que quand on prend le côté économique, c'est très simple. Et donc, il y a des analyses qui sont basées sur l'efficacité d'une intervention. Est-ce que ça marche? Et quel est le coût? Et combien de gens est-ce qu'on peut atteindre? Et ici, comme exemple, et là, je dépasse le sida, mais ici, il y a le coût en dollars d'années de bonne qualité gagnées par certaines choses. Pour les vaccins pour les enfants, ça coûte $7 pour une année de vie, de bonne vie ajoutée. Ah, c'est très, traitement pour la tuberculose, on a déjà $102, et puis un bypass coronaire, ça fait 37 000. Ça ne veut pas dire qu'il faille ignorer ça, tout dépend de la richesse de la société et des choix de société. Mais il faut qu'on en soit conscient. Et pour le VIH, il y a on a calculé ce que coûte, quel est le bénéfice de certaines activités de prévention, de traitement. Donc tout ça se trouve dans la littérature, mais c'est très, très dépendant du contexte local, surtout le contexte économique local. Puis il y a un autre aspect, et ça c'est l'efficience. L'efficience, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la même somme d'argent
est-ce qu'on fait plus ou moins pour la même chose? Et là, on a encore un grand pas à faire. On n'est pas très efficace dans nos programmes. Il y a des gaspillages énormes. Et d'un autre côté, il y a une créativité énorme aussi. Il y a des gens avec, si on leur donne 100 €, ils pourront faire presque des miracles. Il y en a d'autres qui vont gaspiller pratiquement. Et dans la vie réelle, pour les programmes SIDA, c'est clair que ça existe aussi. Et je crois que je l'ai montré dans ma leçon inaugurale, mais par exemple, en Russie, pour tester et conseiller une personne pour le test VIH, ça coûte entre quelques dollars et plus de 100 $. Donc ça, c'est une différence énorme qui ne peut pas être expliquée par des échelles d'économie. Donc là, l'idée doit faire, pour une bonne qualité, de faire baisser ce coût jusqu'au minimum pour que plus de gens puissent en profiter. Et quand on parle du traitement, comme je l'ai dit avant, on est tous beaucoup, y compris moi au début, on était complètement focalisés sur le coût du traitement, sur le coût des médicaments. Mais le traitement est beaucoup plus que le médicament. Il y a le facteur humain, donc le contact, il y a le laboratoire, il y a la formation, le transport, et c'est là aussi qu'on peut comprimer à chaque fois, on peut diminuer les frais pour que, encore une fois, plus de gens puissent en profiter. Et en général, à la longue, en termes économiques certainement, l'intervention en matière de prévention est en fait la meilleure façon de diminuer les coûts du traitement antirétroviral. Si on n'est pas plus efficace en matière de prévention, on continuera à avoir chaque année 2 millions, 2,5 millions, 3 millions de nouvelles infections et qui sont ajoutées et dont tout le monde aura besoin d'un traitement. Et ça, ce sera très, très difficile à financer, entre d'autres termes. Et donc ici, vous voyez, si on intensifie la prévention selon certains critères, il y aura, après à peu près une dizaine d'années, on va pouvoir diminuer les frais de traitement, les besoins de traitement vont diminuer. Si on continue avec la prévention comme aujourd'hui, on continuera à avoir de plus en plus besoin d'argent pour le traitement. Et d'où viendra cet argent, ça, c'est pas très clair. Le financement de la lutte contre le sida, on connaît les besoins, ils ont été déterminés, mais qu'est-ce qui est disponible, d'où vient l'argent et comment est-ce que cet argent est dépensé? Les budgets qui sont nécessaires sont ici, sont indiqués ici. Ça, c'est un artefact, mais vous voyez que ça augmente constamment. Les besoins aujourd'hui sont de l'ordre d'à peu près 20 millions de dollars, 20 milliards de dollars, ça c'est pour les pays à revenus moyens et faibles. Et vous voyez ici ce qui est disponible. Donc il y a un écart qui est de plus en plus grand. Et beaucoup de pays commencent maintenant à estimer leurs besoins à long terme. Et dans 3 semaines, je vais parler d'une vision à long terme. Quelles sont les perspectives à long terme en matière de sida? Les besoins sont surtout frappants en Afrique subsaharienne, qui comprend à peu près la moitié des besoins
pour la lutte contre le sida au niveau mondial. Qu'est-ce qui est disponible? Vous l'avez déjà vu, il y a un écart entre le besoin et ce qui est disponible. Ce n'est pas inhabituel, c'est même pour le sida, ces dernières années, l'écart est somme toute moins frappant et moins dramatique que pour beaucoup d'autres maladies ou problèmes de santé. Mais vous voyez ici que c'est vraiment ce siècle-ci, ces 10 dernières années, qu'on a vu une augmentation bien nécessaire pour le financement de la lutte contre le sida. Contrairement à ce que on pense souvent en Europe, la majorité des financements viennent en fait des pays touchés. Ce n'est pas que tout vient du contribuable européen ou américain ou japonais. Ici, vous voyez en rouge l'argent disponible pour la lutte contre le sida et qui vient des budgets du gouvernement ou des budgets privés des citoyens qui payent parce qu'il n'y a pas d'assurance maladie dans les pays en développement. Donc ça, c'est la première chose. Parce que je perçois que quand je lis la presse, on donne l'impression que la lutte contre le sida, c'est entièrement payé par nous ici. Ce n'est pas vrai. Et puis, il y a des différentes sources de financement que je vais montrer. Depuis le 2002, ici, vous voyez qu'il y a eu une augmentation lente, mais certaine, de l'aide au développement, à l'exclusion légèrement de la dette. Et que vous voyez ici le poids relatif de la santé et du sida dans cette aide au développement. Donc, ce n'est pas la grande majorité. La grande majorité de l'aide au développement va des secteurs de secteur public, l'appui à l'infrastructure, etc. Mais on voit quand même que la moitié des dépenses en aide au développement ces jours-ci vont à la lutte contre le sida, ce qui est probablement exagéré en termes proportionnels, pas en termes absolus. Maintenant, qui donne le plus? Et tout dépend comment on le calcule. Si on prend la richesse du donateur, ce n'est pas les plus riches qui donnent le plus. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais ici, vous voyez, c'est vrai aussi pour le sida, vous le voyez, c'est les Pays-Bas qui, par million de produits intérieurs bruts des Pays-Bas, donnent à peu près $500 pour la lutte contre le sida, suivi par le Royaume-Uni, l'Irlande, les États-Unis, etc., etc. Voilà la France. La France donne à peu près 18 fois moins d'argent pour la lutte contre le sida que les Pays-Bas, par richesse. Et ici, ça vient d'une publication de l'ONU-SIDA qui a calculé quelle est la partie des richesses mondiales et qu'est-ce qu'on donne. Par exemple, les États-Unis ont, ça c'était en 2008, prennent 23% des richesses mondiales sont des richesses qui viennent des États-Unis. Et ils contribuent à peu près 22% à la lutte contre le sida. Donc ça, c'est, disons, une partie juste, une contribution qui est à peu près, il faut, Royaume-Uni un peu plus que, et ils contribuent à leur oui, à la richesse mondiale. Les Pays-Bas le double. L'Allemagne est vraiment en dessous des attentes. Les pays scandinaves sont convenables. La France pourrait faire beaucoup plus, etc. Le Japon et l'Italie sont vraiment dans la catégorie des inacceptables.
Et puis, comment est-ce que l'argent est dépensé? Il y a des pays qui aiment bien contrôler ce qu'ils font et vont dépenser l'argent de façon ce qu'on appelle bilatérale. Et c'est la majorité des pays. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont leur propre programme, même les Pays-Bas. Il y en a d'autres, Italie, France, Japon, Canada, qui donnent la moitié de la majorité de leur financement pour le sida au Fonds mondial et à l'UNITAID. Et le Fonds mondial a un grand avantage, c'est que c'est un fonds multilatéral, donc il ne discrimine pas entre des pays qui sont les favoris de la politique étrangère d'un pays. Bon, je ne suis pas naïf et je comprends que l'aide au développement est pour une bonne partie, c'est l'extension de la politique étrangère et de la politique commerciale d'un pays. Ça, c'est la réalité. Donc, il y a des favoris et il y a des moins favoris. Et avec le Fonds mondial, tous les pays sont égaux, en tout cas tous les pays pauvres, et ont une chance égale à avoir accès à cet argent. Donc, moi, je suis un grand partisan pour ces programmes multilatéraux, à condition qu'ils soient bien gérés, comme c'est le cas pour le Fonds mondial. Autre chose, comment est-ce que les pays dépensent l'argent? Ici, vous voyez pour l'Europe de l'Est et pour l'Asie centrale, où la majorité des cas sont parmi des usagers de drogue et où il n'y a en fait pas énormément de personnes vivant avec le VIH qui nécessitent un traitement. Et on voit l'épidémiologie est très similaire dans pratiquement tous ces pays, avec l'Ukraine et la Russie ayant un taux d'infection beaucoup plus élevé. Mais vous voyez qu'il y a des pays qui dépensent une très grande partie au traitement. Il y en a qui ont des frais administratifs. Ici, le Kazakhstan dépense, ça fait quoi, 60% de son budget des frais administratifs. No comment, on dit parfois. Il y en a d'autres qui le font avec 5%. Et donc, ça, c'est le genre d'analyse qu'il faut faire. Et il faut confronter les gouvernements de ces pays-là et dire, voilà, écoutez, je crois que vous avez un problème. Et autre chose, et ça fait un peu de pop art, mais autre chose, ça c'est pour l'Afrique subsaharienne. Et ici, on voit des pays qui ont un problème de VIH, de transmission, et qui dépensent à peine de l'argent pour la prévention. Ici, en vert, comme le Malawi, la République centrafricaine, la Namibie, Lesotho. Donc là aussi, on voit une sous-représentation du financement de la prévention. Et il y en a aussi qui ont des frais administratifs qui sont un peu élevés. Et puis, au sein de la prévention, on peut aussi voir où va l'argent là-bas. Et il y en a, par exemple, au Botswana, la grande majorité de la prévention est pour prévenir la transmission de la mère à l'enfant, tandis que le Botswana a, comme je viens de le mentionner, un très grand problème de transmission sexuelle et, par exemple, tout ce qui est conseil, dépistage, préservatif, on les voit à peine. Donc il y a des déséquilibres d'allocation. Donc il ne faut pas seulement voir combien d'argent va à la lutte contre le sida, mais où est-ce que l'argent est dépensé. Et ici, ça c'est pour l'Amérique latine, ça je crois que j'ai déjà mentionné, où l'épidémie se trouve surtout parmi la population homosexuelle, mais pour des raisons idéologiques, politiques, la plupart des pays ne dépensent pas leur argent du sida
dans la population homosexuelle, à l'exception du Mexique, ici, et le Pérou, je pense. Oui, c'est ça. Donc, et le Brésil, d'une certaine façon. Mais comment est-ce que vous voulez qu'ils arrêtent la diffusion du VIH si l'argent est dépensé là où l'épidémie n'est pas? Quelques réflexions avant de terminer sur la lutte contre le sida et lutte contre la pauvreté. On voit de plus en plus d'exemples de l'intégration de programmes sida et des initiatives pour la réduction de la pauvreté. Microcrédit, par exemple, il y a des exemples au Mozambique, en Thaïlande, et on associe un accès au traitement antirétroviral qui donne en fait une espèce de deuxième vie à quelqu'un, et on l'associe à du microcrédit, et pour démarrer, pour commencer un petit commerce, par exemple. Nous voyons aussi que, je n'ai pas donné d'exemple, mais le décès par le sida, et le décès en général, pousse les familles dans la pauvreté, et l'inverse est vrai aussi. On a maintenant de bons exemples où le traitement a prévenu la pauvreté. Et autre question très importante d'intégration du développement et lutte contre le sida, est-ce que tous ces programmes de développement, les grands travaux d'infrastructure, passent le test pour le sida? Quand on construit une nouvelle route, cette nouvelle route peut aussi ouvrir la route au virus. Est-ce que pendant la construction de cette route, ou d'un gazoduc par exemple, ou un nouveau champ de mine, un nouveau champ de gaz, de pétrole, ça attire beaucoup d'hommes célibataires ou d'hommes dans leur famille. Il faut y inclure des programmes de prévention du VIH. Et à cause de cette vulnérabilité des femmes et les inégalités en face du sida, les programmes de réduction de la pauvreté, certainement dans les pays à haute prévalence de VIH, doivent forcément donner la priorité à la réduction de vulnérabilité parmi les femmes et les jeunes. Pour terminer, comme toujours, quelques défis côté économique, surtout du côté financement. C'est la durabilité, j'en parlerai dans quelques semaines. C'est l'allocation relative des ressources pour le sida au sein de l'enveloppe budgétaire pour le sida. Comme vous avez vu, ce n'est pas toujours comme il faut. Et puis, est-ce que trop d'argent va au sida comparé à d'autres problèmes de santé et de développement? Et comment est-ce qu'on va résoudre ça? Et trop compliqué pour lire, mais ce qu'on a vu, c'est que dans plusieurs pays, l'effet de l'aide internationale a été assez pervers, dans ce sens que il n'y a pas eu d'augmentation de l'engagement national pour le financement du VIH. Donc ici au Kenya, en 2002, c'était 51% du financement de la lutte contre le sida venait de l'extérieur. 4 ans plus tard, c'était 70%. Dans un pays comme le Rwanda, ça s'est passé de 75% à 94%, etc. Donc dans chaque pays, il y a eu une espèce de désengagement local, du gouvernement local en termes financiers. Et ça ne peut pas être le but de la solidarité internationale. Autre question, maintenant, ça c'est d'un point de vue d'un gouvernement, c'est que l'aide au développement est très volatile. Vous voyez ici, ça c'est pour le Niger. Une année, on a 45 millions de dollars et l'autre année, c'est 20 millions de dollars que le pays reçoit. Comment est-ce qu'on peut faire la planification? Comment est-ce qu'on peut s'organiser avec des fluctuations pareilles? Et c'est bien documenté pour tous les pays en développement. Voilà, ça c'est
quelques réflexions sur le sida et économie, cette interaction. Je crois que c'est un terrain qu'il faut encore beaucoup plus explorer, mais où il ne faut pas étudier le sida isolé du reste des maladies, des problèmes de santé, ni des problèmes de développement et de l'environnement socio-économique. La semaine prochaine, je vais parler de questions de discrimination, de droits de l'homme, et en fait, comment des individus, mais aussi des communautés entières, ont renversé une catastrophe en quelque chose de très positif. Ce n'est pas pour embellir ce qui se passe, mais ce sont des exemples d'individus et de communautés qui ont pris leur destin en main. Et ça aussi, c'est l'économie. Merci.